Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Anne-Sophie Gaborel et je suis coordinatrice des formations en médiation familiale au sein d'Ascoria à Rennes. La médiation familiale, c'est un métier qui consiste à accompagner des familles et plus particulièrement des couples en situation de séparation ou de rupture en leur proposant un cadre et un process spécifiques qui sont ceux de la médiation familiale. Alors, on parle d'un accompagnement dans les situations de séparation, de rupture, parce que cela va représenter le plus gros de l'exercice d'une médiatrice ou d'un médiateur familial. Voilà, on est sur un très gros pourcentage en fait, des situations qui se présentent qui vont être concernées par cet élément-là. On peut aussi avoir des situations différentes, des grands-parents qui demandent à passer par de la médiation familiale pour pouvoir recevoir leurs petits-enfants à la maison, une fratrie qui ne se met pas d'accord sur des questions de succession et d'héritage. On peut être aussi sur des situations conflictuelles qui pourraient avoir lieu. Par exemple, un parent, un enfant qui est aidant d'un parent et qui souhaite avoir le relais des autres membres de la fratrie et qui ferait appel à de la médiation familiale pour que on puisse, dans la fratrie et avec le parent aidé, trouver une voie de solution pour faciliter les choses. Donc, la médiation familiale est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial axé sur l'autonomie et la responsabilité des personnes. C'est vraiment un élément qui est fondamental. Le médiateur ne vient pas avec la solution, il est là pour faire émerger la solution de la part des personnes concernées dans les situations conflictuelles liées à la famille. C'est un tiers impartial, indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision. Le médiateur ou la médiatrice favorise à travers l'organisation d'entretiens confidentiels la communication et la gestion de conflits dans le domaine familial. Donc là, ça peut être la famille au sens large du terme. On n'est pas forcément sur le foyer parental. On peut être aussi sur des situations un petit peu plus étendues, voilà, au regard des situations. Donc, y intégrer les grands-parents, y intégrer des personnes qui gravitent autour de la famille, qui peut-être n'en font pas partie sur le livret de famille à proprement parler, mais qui ont aussi un lien assez fort et une place à jouer dans la résolution de conflits. Donc, c'est assez ouvert. Quand on parle d'un tiers impartial indépendant, on est aussi sur un tiers qui est non jugeant et qui va pouvoir ne pas focaliser son intervention sur lui, sa propre conception de ce que doit être l'issue du conflit et de sa propre représentation du schéma familial. Donc, comme je vous l'expliquais, beaucoup de situations dans lesquelles le ou la médiatrice intervient, donc toutes les modalités d'union. On peut être sur des unions hétérosexuelles, homosexuelles. On peut être sur des unions qui sont plutôt en lien avec des contrats de mariage, de la conjugalité sans contrat, du PACS. Vraiment, tout est ouvert. Les conflits intergénérationnels occupent aussi une part importante de la médiation et des situations. Les situations de rupture, alors sur les questions patrimoniales, sur les questions de succession, sur les questions de décès et de séparation, hein, tout simplement. Les situations de séparation à dimension internationale aussi vont occuper une large place dans le travail de médiation. Et on peut aussi avoir depuis quelques années des éléments qui sont plutôt des orientations du juge aux affaires familiales, ce que l'on appelle les tentatives de médiation familiale préalable obligatoire. En fait, dans certaines situations mentionnées par les instances judiciaires, il peut être préconisé d'aller vers une médiation en fait familiale pour trouver une voie de solution avant de passer ou pour ne pas passer devant les tribunaux. Donc, plusieurs situations. Alors, sur le territoire breton, les mesures, la dernière mesure évoquée, TMFPO, par exemple, prend de l'ampleur et peut être de plus en plus importante en fait dans les situations.
Les lieux d'exercice d'une médiatrice ou d'un médiateur, là encore, assez diversifiés. Le secteur associatif à caractère social ou familial est assez fort. Il y a des associations qui ont des représentations fortes en fait, sur les territoires, alors que ce soit sur le territoire régional et même national. Voilà, on peut avoir des associations qui se sont emparées de la question de la famille et qui travaillent justement sur cette posture de neutralité et de conseil, alors de conseil non, mais d'orientation vers une résolution de conflit. Voilà, ils en ont fait leur fer de lance. Il y a des associations qui sont vraiment spécifiques à la pratique de la médiation familiale. Donc là, on est vraiment sur des orientations très centrées. On retrouve aussi des médiateurs familiaux dans des secteurs publics ou parapublics. La CAF, certains CCAS, par exemple, peuvent faire appel au service d'un ou d'une médiatrice. Et le secteur libéral, il est possible pour des médiateurs de s'installer sous un fonctionnement libéral. Donc voilà, ça donne plusieurs axes d'opportunités d'emploi en fait pour des personnes qui seraient titulaires du DEMF. Les principes de la médiation familiale. On les a évoqués brièvement là lors de cette première, lors des premiers slides. Une attitude de non-jugement des personnes en conflit, faire fi de qui l'on est, nous, et de notre propre représentation de la famille pour pouvoir intervenir et être dans une attitude neutre vis-à-vis de la situation qui se joue. La valeur de la solution mutuellement acceptée sur la base de l'équité, c'est-à-dire qu'on n'est pas partie prenante pour l'une des parties, mais on est bien dans la co-construction de ce qui pourra se jouer entre les différentes parties prenantes. La capacité des personnes à trouver une solution satisfaisante au conflit, l'idée étant de retracer à travers le processus les éléments qui ont pu cristalliser le conflit pour essayer d'apporter des solutions dans le processus de médiation. L'autodétermination et la responsabilité des personnes. On est vraiment dans de l'empowerment finalement des personnes. Elles possèdent la solution au médiateur d'aider à l'émergence de cette solution. L'importance de la relation, la manière de régler un conflit, elle est aussi importante que le résultat. Donc, ce n'est pas forcément la destination finale qui intéresse, mais aussi le chemin qui a aidé à entrer dans le processus de médiation et à faire aboutir une solution. Et la possibilité de trouver des solutions sur mesure. Effectivement, chaque famille a son vécu, son histoire propre. Chaque individu lui-même vient y ajouter un élément très personnel. Et donc, il n'y a pas de solution parfaite à apposer à chaque situation de conflit. Donc, la solution émerge de la situation en elle-même. Au travers des différents échanges que j'ai pu avoir avec des personnes qui venaient se renseigner sur la médiation familiale, je me permets d'avoir cette précision-là qui est, à mon sens, importante également, ce que n'est pas la médiation familiale. Donc déjà, ce n'est pas un métier dogmatique où on aurait une certaine façon de concevoir la famille et qu'on viendrait travailler avec des personnes en situation de conflit familial sur la résolution au regard d'une certaine vision ou d'un certain regard sur la famille. Donc, il faut, en entrant en formation en médiation familiale, se prémunir de sa propre représentation de la famille pour réussir à avoir une ouverture d'esprit sur les différentes façons de constituer famille dans l'univers qui est le nôtre. Ce n'est pas de la conciliation, ce n'est pas du conseil juridique. Le médiateur familial peut travailler avec des experts du droit. Je pense par exemple il est régulier de travailler avec des notaires, il est régulier de travailler avec des avocats qui vont avoir besoin, dans le cadre de leur travail, de leur exercice, des
des travaux du travail d'une médiatrice ou d'un médiateur afin de pouvoir aider à la résolution du conflit pour trouver, par exemple, un mode de garde pour les enfants. Cependant, le médiateur n'est pas là pour faire appliquer la loi, il est là pour faire émerger la solution chez les parties prenantes. On n'est pas dans du conseil conjugal, il n'y a pas de conseil qui parvient de la part de la médiatrice ou du médiateur. Lui est là pour orienter et aider au processus d'issue du conflit, mais ne vient pas conseiller avec un regard extérieur le couple. Ce n'est pas non plus de la médiation au terme, dans un format plus généraliste. On a parfois des personnes qui viennent en pensant que la médiation familiale est en lien avec les médiations qui peuvent se retrouver aussi dans le secteur juridique lorsqu'il y a des conflits de voisinage ou des conflits internes aux entreprises. Donc là, on n'est pas exactement… Il peut y avoir des processus communs, mais on n'est pas exactement là-dedans puisque la famille relève quand même de cette entité intime et si personnelle qui font qu'il faut quand même savoir se positionner sur cette question-là. Ce n'est pas non plus de la médiation animale, mais là, je pense que vous l'aurez deviné. Certaines personnes aussi, parfois, tapent médiation, trouvent cette formation et pensent que ça peut être la même chose. Nous ne sommes pas dans ce type de formation. Les qualités requises pour être professionnel de la médiation familiale, l'ouverture d'esprit, la bienveillance, la neutralité, l'impartialité, l'indépendance et la qualification. Ça ne s'improvise pas et c'est bien une posture qui est construite, qui est raisonnée et qui s'appuie sur des concepts pour pouvoir exercer de la médiation familiale. Donc vraiment une ouverture d'esprit, bienveillance, neutralité, impartialité, ce sont vraiment les éléments clés de l'exercice du métier. Quelques éléments pour poursuivre sur la médiation, la formation médiation familiale, comment elle se construit, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comment est-ce que sont validés les différents blocs de formation. Tout ça, ce sont des éléments sur lesquels on va pouvoir revenir là. Donc, c'est une formation de presque 600 heures répartie en 14 modules. Alors, je ne vais pas vous donner le détail des modules là et en plus, ce ne serait pas très intéressant parce qu'on va rentrer dans des éléments très techniques. Peut-être déjà dans un premier temps, vous donner la répartition entre de l'enseignement théorique et d'une formation pratique. Alors, ce qu'on appelle de l'enseignement théorique, c'est l'enseignement auquel le système scolaire nous a habitués, du face-à-face avec des professionnels. On peut être aussi dans des ateliers, des travaux de co-construction en groupe. Cet enseignement, il a lieu sur le site de Rennes au sein d'Ascoria et il représente un volume de 490 heures réparties en 3 domaines de formation sur lesquels je reviendrai par la suite. Il y a également au sein de ces 580 heures de formation, 95 heures de formation, une formation pratique de 105 heures. C'est ce que l'on appelle communément du stage. Donc, un stage, je reviendrai tout à l'heure sur le détail du stage. Un stage assez court, mais avec un impératif de volume d'heures qui est quand même pas si anodin lorsque l'on fait le stage auprès d'une médiatrice familiale. Le contenu de la formation, outre des compétences techniques élaborées auprès de médiatrices familiales ou de médiateurs familiaux, nous avons 3 enseignements contributifs qui sont des grandes connaissances qui sont apportées au diplôme, à la fois en droit, en psychologie et en sociologie.
Donc, ce sont quand même des éléments qui sont assez importants avec une posture là qui relève plutôt du cours. Le fait de vous donner des concepts et des connaissances sur ces 3 éléments-là va vous permettre de mieux comprendre et de mieux agir sur les situations familiales lorsque vous serez en exercice d'emploi. Je vous l'indiquais, 3 domaines de compétences. Le premier, sur la création et le maintien d'un espace tiers de médiation. On est vraiment sur les aspects techniques du métier. Comment est-ce que se déroule un processus de médiation? Comment est-ce que l'on fait dans des situations de conflit? Comment est-ce que l'on élabore une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants dans un couple en séparation? Vraiment, on est sur des éléments plutôt techniques et en lien direct avec l'exercice de la médiation familiale. Ensuite, la conception d'un cadre d'intervention professionnelle dans le champ de la famille. Comme je vous l'expliquais sur la slide précédente, nous sommes là sur les éléments contributifs, donc sociologie, droit et psychologie. Vous outillez théoriquement pour pouvoir faire le lien avec une pratique professionnelle. Alors, ce n'est pas du droit ou de la sociologie comme on pourrait le faire de manière généraliste. À chaque fois, ça vient nourrir une compréhension de la famille et un décentrement finalement du regard que vous pourriez avoir. Voilà, quand on parle dans la famille, je pense par exemple en psychologie, de personnes qui pourraient avoir fait des transferts, eh bien, de quoi il s'agit et comment est-ce que vous, en tant que future médiatrice ou futur médiateur, vous pouvez analyser ces éléments-là, orienter les personnes, si vous n'êtes pas compétent pour intervenir, vers d'autres professionnels, hein, tout simplement, ou peut-être vous-même avoir des clés complémentaires pour mieux analyser la situation et appuyer le processus de médiation. Enfin, un 3e domaine de compétences axé sur la communication et le partenariat, puisque c'est un élément vraiment important dans la formation de médiation familiale, de pouvoir apporter une réelle contribution en fait, à l'émergence et à la valorisation du métier de médiation. On faire la promotion dans d'autres structures et pouvoir appuyer finalement le travail des médiatrices et des médiateurs dans l'ensemble de la société. Donc, plus généralement, donc là, je rentre un petit peu dans le détail des contenus qui sont présents dans chaque domaine de compétences. Je vous laisse en prendre connaissance là, puisque je l'ai déjà rapidement évoqué à l'oral juste avant. Peut-être plus vous parler des certifications, puisque s'agissant d'un diplôme d'État, il y a plusieurs certifications, donc ce sont des examens qui sont apposés au fait de valider en fait, ces blocs de compétences. Le premier domaine de compétences se valide par un dossier de pratique professionnelle. Donc, c'est un dossier qui est réalisé sur le terrain de stage. Le ou la candidate réalise en fait plusieurs processus de médiation, constitue un dossier qui va retracer finalement le processus et expliquer la posture de tiers qu'a pu développer la médiatrice en formation. Et par la suite, l'idée est de pouvoir venir échanger, construire un échange entre la formatrice, le terrain de stage et la candidate pour pouvoir mieux comprendre cette posture professionnelle dans le cadre du stage. Pour le domaine de compétence numéro 2, donc là, on est sur la conception du cadre dans le champ de la famille. Donc, vous voyez, hein, 3 unités de formation vraiment spécifiques, droit, psychologie, sociologie. Sont abordés également des éléments d'approche systémique pour pouvoir aider à la compréhension globale du système famille. Quelques travaux également, quelques heures consacrées au génogramme. Alors, peut-être que le terme ne vous dit rien pour le moment, mais en tout cas, il s'agit aussi de pouvoir être au clair sur sa propre situation et sa propre histoire familiale pour pouvoir mettre aussi à distance son propre vécu et sa propre représentation de la famille.
Ce domaine de compétences est validé par plusieurs épreuves certificatives qui se compensent et voilà, vont avoir lieu de manière assez régulière sur la formation. L'idée étant de pouvoir, d'une part, actualiser les connaissances et les vérifier très régulièrement, mais aussi de ne pas constituer une seule et même épreuve globale qui pourrait être assez difficile en fait si on devait mélanger l'ensemble des éléments constitutifs de cette discipline. Le mémoire aussi fait partie de ce domaine de compétences, puisque un mémoire d'initiation à la recherche est demandé pour la validation du DEMF. Donc, c'est un mémoire qui, cette fois-ci, est certifié et validé en fin de formation et évalué par notre certificateur. Donc là, en l'occurrence, c'est l'État qui vient s'assurer de la bonne tenue du mémoire par un jury, alors par un jury qui note l'écrit et l'oral à la toute fin de la formation. Le domaine de compétences numéro 3, communication et partenariat, une certification très pratique, hein, puisqu'il s'agit à la fois d'aller réaliser une communication sur un lieu qui vous semble opportun. Alors, c'est un petit travail de groupe, constituer un support de communication sur la médiation familiale ou sur une thématique propre à la médiation familiale, aller le présenter dans une structure qui peut être intéressée. Par exemple, cette année, certaines stagiaires ont été présentées leur travail auprès de la CAF, ont été présentées leur travail auprès de structures type CCAS qui peuvent peut-être faire appel à leurs services dans le futur. Donc voilà, l'idée étant vraiment d'avoir un impact positif de promotion du métier de médiateur. Et à l'issue de cette communication, le fait de pouvoir, d'une part, en faire un support écrit qui est évalué par un formateur et s'ensuit un oral d'une trentaine de minutes face à un jury qui viendra valider pour de bon ce bloc de compétences. Un point qui me semble important, et c'est souvent quelque chose qui fait partie des questions que vous allez peut-être avoir là dans le cadre de cette information collective, les critères d'entrée en formation et peut-être les critères de dispense également dans la formation. Le référentiel de formation et de certification au DEMF nous offre 3 possibilités pour pouvoir entrer en formation. Outre ces 3 éléments-là, il n'est pas possible d'entrer en formation MF. Ou alors, voilà, si vous avez un doute, il faut pas hésiter à nous soumettre votre situation. Comme ça, on peut peut-être, nous, essayer de voir ce qu'il est possible de faire ressortir de votre parcours. Alors, justifier d'un diplôme national au moins de niveau 3, mentionné au Code de l'action sociale et des familles. Donc là, on est sur les diplômes type AS, ES, CESF, donc EJE. Enfin voilà, si vous avez ce diplôme, l'entrée en MF, en formation MF est possible. Justifier d'un diplôme national au moins de niveau 2, donc d'un niveau licence en droit, psycho ou sociologie délivré par un établissement public à caractère scientifique, une université derrière. Après, selon les établissements qui ont pu peut-être vous délivrer par exemple un diplôme en droit, si vous avez fait une licence en droit dans une université privée, ça arrive. Dans ce cas-là, voilà, n'hésitez pas à nous transmettre votre profil afin que l'on puisse voir s'il s'agit bien d'un établissement reconnu
par l'État et qui nous autorise à vous laisser entrer en formation. Troisième voie d'entrée, justifier d'un diplôme national au moins de niveau 3. Donc là, on est sur le niveau DUG précédent ou BTS, mais également de 3 années au moins d'expérience professionnelle dans le champ de l'accompagnement familial, social, sanitaire, juridique, éducatif ou psychologique. Donc, au regard de vos situations, il ne faut pas hésiter. Parfois, c'est avec cette voie d'entrée que l'on peut trouver des solutions si vous souhaitez intégrer la formation en médiation familiale, mais que vous avez été, je ne sais pas moi, vous avez travaillé dans un CCAS pendant plusieurs années en tant qu'accompagnant social sans avoir le diplôme, eh bien peut-être que là, on pourra trouver des solutions pour vous aider à rentrer en fait en formation. En tout cas, à pouvoir rentrer dans le processus d'admission. Parce que le diplôme d'État en médiation familiale, alors, il faut être sélectionné, c'est-à-dire d'avoir un dossier qui soit recevable au regard des critères du référentiel, mais il va également falloir passer un entretien d'admission pour pouvoir être autorisé à entrer en formation. Donc, cet entretien, il intervient en deuxième étape, une fois que votre dossier est retenu parce que recevable. On vous propose un entretien d'1 heure avec un jury composé de 2 médiateurs familiaux ou d'un représentant du métier de médiateur et d'un formateur. L'entretien, il est programmé par Ascoria. On échange sur les dates, on échange sur le créneau qui vous satisfait. On essaye de faire au mieux. Il est programmé le plus souvent en visio parce que c'est vrai que selon les situations, vous pouvez être parfois assez éloigné de Rennes. On vous transmet le lien, vous recevez une convocation tout simplement par voie de mail et à l'heure dite, le jury sera présent et pourra évaluer avec vous la pertinence de votre projet, de votre parcours au regard du métier de médiation familiale. Donc, c'est un entretien qu'il faut préparer, bien connaître de quoi il s'agit lorsque l'on parle de médiation familiale. Alors, on n'est pas obligé d'être déjà expert, vous allez aller en formation, ce sera bien le moment d'apprendre tout cela. Mais comme je disais tout à l'heure, voilà, ne pas confondre certains métiers et ne pas non plus se faire une représentation complètement biaisée de la fonction d'un ou d'une médiatrice familiale. Il vise aussi cet entretien à voir votre projection dans la formation et la pertinence de cette formation au regard de votre projet professionnel à plus ou moins long terme. Selon le diplôme que vous possédez, par exemple, si vous avez déjà une licence en psychologie, en sociologie ou en droit dans votre parcours, par exemple dans un parcours initial universitaire, il va être possible de vous dispenser des blocs qui sont spécifiques en fait à la formation dans le domaine de compétences numéro 2. Donc, ça peut vous alléger de 63 heures dans votre parcours de formation. Ce n'est pas toujours l'option qui est retenue même pour les personnes qui disposent déjà d'un diplôme en anthropologie, en sociaux ou en droit. Pourquoi ? Parce que on aborde dans la partie du domaine de compétences numéro 2 la sociologie, par exemple, au prisme de la médiation familiale. Donc, si on a déjà une licence en sociologie, on a déjà effectivement une certaine représentation et une certaine conceptualisation de la discipline. Par contre, on n'est peut-être pas encore assez au fait de ce qu'implique la sociologie dans un point de vue de médiation familiale. Encore une fois, c'est un échange que l'on peut avoir avant votre entrée en formation pour pouvoir affiner vos besoins et votre projet de formation. Pour terminer cet échange, en tout cas cette présentation, quelques éléments d'organisation pratique sur la formation en médiation familiale à Ascoria. Donc, une formation qui est sur 1 année et demie. Le dernier tiers de la formation étant principalement réservé à la réalisation du mémoire pour que vous puissiez avoir le temps
avant octobre 2024, de rédiger votre travail et d'effectuer la collecte de données dont vous aurez besoin pour l'expression finalement de ce travail. Les regroupements, tels qu'ils sont organisés pour l'instant au sein d'Ascoria, nous sommes sur des regroupements à raison d'une semaine à peu près par mois. Alors, comme je vous disais, sur la phase de finalisation et d'écriture du mémoire, on n'est plus exactement là-dedans, mais l'idée étant vraiment de pouvoir avoir des points de rencontres réguliers pour avoir une montée en compétences assez forte finalement sur l'ensemble de la formation. La formation se situe sur le site rennais d'Ascoria. Donc, ça implique de se rendre en formation sur les semaines de regroupement. Vous êtes informé suffisamment en amont pour pouvoir vous organiser. Le stage, lui, alors les 105 heures de stage évoquées précédemment peuvent avoir lieu dans une structure de votre choix auprès d'un ou d'une médiatrice familiale. L'idée est que vous puissiez faire les démarches vous-même de recherche de stage pour que ce soit aussi une démarche de votre part de confrontation au terrain et de recherche des différentes structures dans lesquelles vous pourriez intervenir une fois en poste. Actuellement, on est sur des… Alors, la médiation familiale, dans sa construction et dans son processus, est un élément qui fait qu'on n'est pas… Si on veut suivre un processus de médiation familiale au long cours avec une famille, on est parfois amené à avoir plusieurs séances. C'est assez éloigné dans le temps pour mener la médiation familiale. Donc, ce ne sont pas 105 heures de stage répartis en quelques jours là qui suffisent. Il faut penser à un stage assez perlé finalement sur la formation et qui va vous aider à suivre des situations concrètes tout au long du parcours à la fois des familles, mais vous aussi de votre propre parcours de formation. Il est possible également, en plus de ces 105 heures de stage, d'effectuer un stage d'approfondissement et de découverte de 14 heures auprès d'un professionnel en lien avec l'exercice de la médiation familiale. Cela peut être un notaire, cela peut être un avocat. L'idée étant vraiment, un juge aux affaires familiales, l'idée étant vraiment que vous puissiez vous représenter au mieux l'univers d'action et les partenariats possibles de la médiation familiale. Pour vous accompagner dans la montée en compétences et dans la formation au diplôme de médiation familiale, nous avons fait le choix au sein d'Ascoria d'avoir comme intervenants des médiateurs et des médiatrices familiales pour que vous puissiez avoir vraiment des éléments techniques et des éléments aussi d'expérience en fait, de terrain, parce que c'est vraiment constitutif de l'identité professionnelle de ce métier. Donc, vraiment, une large part de médiatrices et de médiateurs qui interviennent dans nos murs. En sociologie, en droit, nous avons fait le choix d'avoir des enseignants-chercheurs qui interviennent aussi, enfin, voilà, qui ont des profils de docteurs pour que vous puissiez avoir des repères assez forts pour tous les concepts, des éléments qu'on peut creuser aussi sur le cadrage sur la famille. En psychologie, c'est une psychologue qui intervient, donc, qui est elle-même diplômée universitaire en la matière. Et pour vous accompagner, une équipe pédagogique qui est présente du début à la fin de votre expérience de formation. Donc, moi-même en tant que coordinatrice de formation, mais là, c'est la manière dont on procède, et également un secrétariat qui est très présent et très engagé pour mener à bien le projet de formation. Je vous remercie pour votre attention. J'ai réussi à tenir dans le temps imparti. Je ne sais pas, je vois qu'il y a le fil de discussion qui est ouvert. Je me permets, j'ouvre également pour voir s'il y a quelques questions qui
Hop là, auquel je pourrais répondre en direct. Alors, je vois que une personne demande quel est le niveau d'études pour suivre la formation. Alors, les prérequis sur la formation, alors on est soit sur, comme j'expliquais tout à l'heure, soit sur un niveau Bac plus 2, plus 3 ans d'expérience dans le champ sanitaire, social, de la famille. Enfin, vraiment, là, il ne faut pas hésiter à nous transmettre votre parcours et votre positionnement pour que l'on puisse voir si on peut, au regard de votre expérience, justifier les 3 années d'expérience dans le champ de la famille. Si vous avez une licence en droit, sociologie, psychologie, vous êtes également admissible à la formation. Et si vous disposez d'un diplôme d'État de type DEAS, DEES ou CESF, EJE, là également, vous avez la possibilité d'entrer sur la formation en médiation familiale. Alors, à quel moment se déroule la phase de recrutement de la formation? Alors, celle-ci, elle est déjà amorcée. Hein. Certaines personnes sont déjà peut-être même parmi vous inscrites sur des éléments de recrutement de la formation. Je vous invite à prendre contact avec Madame Guiraud qui est présente sur le chat et elle va pouvoir, alors d'une part, vérifier que votre profil correspond justement aux attendus du certificateur en matière d'accès à la formation et vous proposer un créneau d'entrée, en fait, d'examen de votre dossier, comme je vous l'expliquais, avec des personnes qui seront jury, en fait, et qui viennent vérifier la pertinence de votre parcours au regard de la formation visée. J'ai une question sur le regroupement mensuel. Alors, le regroupement mensuel, ce sont des semaines de cours, en fait, qui ont lieu au sein d'Ascoria, dans l'établissement de formation. Les prochaines dates d'admission, je vois qu'Amélie les reprécise, hein, nous sommes bien sur le 7 avril et le 9 juin. Une autre date est prévue en septembre pour qu'on puisse se positionner. Le fait d'être sélectionné en amont, ça permettrait et ça permet également nous qu'on puisse affiner notre proposition, notre proposition de formation auprès de vous et que l'on puisse ajuster les devis. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous inscrire. Alors, quel type de poste peut compter comme expérience en matière d'accompagnement social, familial, sanitaire? Là, ça dépend vraiment du poste que vous avez effectué par le passé. Là encore, n'hésitez pas à nous transmettre peut-être un CV, peut-être peut-être qu'on peut prévoir un échange téléphonique où vous nous exposez plus en détail de quoi relevait cette expérience professionnelle. Et dans ce cas-là, on pourra argumenter et voir ensemble comment est-ce que ce poste peut entrer dans le cadre de sélection du DEMF. Alors, de combien de personnes sont composées les promotions maximum? On a rarement ce sont des petites promotions. On est sur une promotion de 10-15 personnes. Ce qui est très bien d'une part pour la montée en compétences parce que ça crée une dynamique de groupe intéressante. C'est en plus assez intéressant pour pouvoir échanger de manière constructive avec les formateurs. C'est pas une formation sur laquelle il serait pertinent d'être 35. Alors, la possibilité de nous inscrire en tant que ressortissants hors Union européenne, résidant sur le territoire français, là, c'est une question que je ne maîtrise pas. Mais si vous nous envoyez un mail, on va pouvoir vous donner des éléments plus précis. Et encore une fois, ça va vraiment dépendre de votre situation. Donc, ça nous laissera l'occasion de bien échanger sur la particularité de votre profil.
Pouvez-vous nous donner des indications en matière d'employabilité des diplômés? Alors, c'est un élément, effectivement, à l'issue de la formation, on a plusieurs choix qui sont opérés de la part de nos stagiaires. Alors, certaines, en fait, on a certains stagiaires qui utilisent la médiation familiale et le contenu de la formation pour poursuivre l'exercice de leur métier pour pouvoir en fait avoir un regard et une méthodologie qui permettent d'aller vers de la médiation également dans le cadre de leur emploi. Nous avons parfois des notaires, des avocats ou des travailleurs sociaux qui continueront à l'issue de la formation à travailler en fait dans la structure dans laquelle ils étaient auparavant, mais qui utiliseront finalement ce qu'ils ont appris par la formation pour pouvoir mieux intervenir dans les situations. On a également des stagiaires qui font le choix d'entrer en fait sur des structures spécifiques en médiation familiale, qui vont trouver des postes à la CAF, qui vont trouver des postes à Espace Médiation, à l'UDAF. Enfin, vraiment, le nombre des structures est assez important. Parfois, certains ou certaines expriment le choix de mixer ces interventions-là avec une intervention, un exercice un peu plus libéral, ce qui permet de compenser finalement les différentes facettes du métier et d'arriver à avoir le remplissage finalement de leur activité au cours de la semaine. Donc, plusieurs voies d'employabilité à l'issue de la formation. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clore cet échange. Moi, je n'ai pas l'occasion d'aborder l'aspect financier de la formation. Alors, les aspects financiers de formation, peut-être que… alors là, on est vraiment sur des questions individuelles parce qu'on peut vous proposer des éléments de financement selon votre profil individuel. Les éléments… voilà, si vous êtes demandeur d'emploi, si vous êtes affilié à une branche professionnelle, il y a différentes modalités de financement de votre formation. Donc, la formation en elle-même, son coût est le même pour tout le monde. Mais par contre, vous allez pouvoir peut-être co-construire un projet de financement de formation auprès de Madame Guéroux. Ici me permet du coup, Anne-Sophie, en effet, en fonction des profils des personnes, les financements peuvent être différents. Donc, j'ai mis un lien dans le chat pour que vous puissiez formuler votre demande de renseignement. Et du coup, dans ce cas-là, voilà, nous, on rappelle les personnes une par une pour fixer un rendez-vous téléphonique et on pourra, en fonction de la situation, si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, étudier les possibilités de financement qui s'offrent à vous. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller sur le lien, formuler votre demande de renseignement et je vous recontacterai pour fixer un rendez-vous. Voilà. Merci, Amélie. Bien, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère avoir l'occasion d'échanger avec vous prochainement si vous avez besoin d'informations complémentaires ou si vous avez le souhait d'entrer en formation par la suite. Bonne soirée et à bientôt.